Et salut à tous les amis, merci de nous retrouver. Oh là là, j'enlève mes lunettes, c'est mes lunettes quand je suis pas en live. J'ai mis mes lunettes pas en live quand je suis en live. Ça commence bien C'est déjà. les lunettes On se Las retrouve Vegas Parano, ça, on connaît. exactement. Et cette petite voix que vous entendez et ce joli visage, c'est celui de Tamerlan qui est avec nous ce soir pour le débrief. Comment ça va mon Tamerlan? Bah écoute, très bien. Je t'avoue que j'étais en train de boire des bières avec modération, tranquillement au soleil, mais je me suis dit, je vais quand même jeter un coup d'œil à l'état pour rejoindre mon ami Joseph et débriefer. Donc, très heureux d'être avec toi, évidemment. Ah, c'est cool, c'est cool. Je suis content d'être avec toi, ça fait plaisir. Robin et Polo, aujourd'hui, ne peuvent pas être présents, ils se reposent un peu. La petite canicule a eu peut-être un peu raison d'eux, mais ils seront de retour demain, en théorie, hein, à moins qu'ils ne nous aiment plus. Je ne sais pas, les amis. Non, non, je rigole, mais ils seront bien là. Et tu vois, Boris, tu es aimé ici parce que Tamerlan, tu es aimé ici parce que Boris dans le chat dit Tamerlan, tu régales. Ah oui, j'ai Donc, dit, je pensais voilà. que tu m'appelais Boris, j'étais un peu sceptique, mais c'est normal, Ça hein, te va pour bien, Paul. Boris? Pas mal, écoute, en DJ, pourquoi pas. Il y a Paul et Robin, tu sais, comme dit David Godu, un tour, c'est long, c'est 3 semaines, c'est un sport d'endurance, etc. Et on voit qu'il y en a qui commencent déjà à craquer, hein. C'est aussi un sport d'élimination. On ne peut pas gagner le tour sur certaines étapes, mais Robin et Polo, ils sont en train de la perdre, notamment au JDE, à ce que je vois. Donc, non, très content Ah, de filer un effectivement. coup de main. Effectivement. Ouais, aujourd'hui, ça n'a pas été la catastrophe non plus. On fera le point demain, mais c'est vrai qu'au J2E, tu as mis des belles claques sur les 2-3 derniers jours. C'était pas mal. Tamerlan est-il ouzbek? C'est quoi cette question bizarre, C'est une très Gaëric? bonne question. C'est une question culture G. C'est vrai que en fait, mon pseudo, alors pour savoir, moi je suis streamer sur ma chaîne perso, Janus Sport, sur RMC Sport, parce que j'ai vu qu'il y en a qui demandaient qui suis-je, spécialiste vélo et rugby, c'est mes deux spécialités. Et mon Ah, tiens, pseudo, t'es un bon, t'es un bon. il vient en effet du conquérant Tamerlan, qui était un concurrent ouzbek, encore plus grand que Genghis Khan, paraît-il, qui était considéré comme l'homme le plus laid du monde et qu'on appelait Tamerlan le boiteux. Et quand j'étais gamin, une des grandes passions avec mon grand frère, c'était de lire le Quid. On se faisait des pages du Quid. Et j'ai Ah, découvert putain, quelle l'existence, enfance! entre autres. Mais tu sais, je suis du Nord, donc quand il faisait pas beau, on était obligé un peu de s'occuper comme on pouvait. C'était soit jouer avec les cailloux, soit lire le Quid. Et j'ai découvert l'existence de Tamerlan, conquérant ouzbek. Et vu que je jouais aux jeux vidéo à 10-11 ans, je me disais il fallait se faire respecter, il faut envoyer un nom un peu de conquérant qui fait peur. Et donc, j'ai choisi Tamerlan et ça Ah, m'accompagne depuis sympa. 20 ans. Donc, je ne sais pas qui a la ref pour Tamerlan le Ouzbek, mais la ref est bonne. Ah ouais, c'est beau. Bah voilà, tu vois, on a appris quelque chose. En tout cas, si vous connaissez pas Tamerlan, allez-y, allez voir ses viewings et tout. C'est vraiment très sympa. Merci, Je te le merci. dis, c'est toujours un plaisir que tu sois avec nous. Donc, on va débriefer ensemble pendant un peu moins d'une heure l'étape du jour, gagnée par Pedersen devant Philipsen et Van Aert. Pour le moment, ça sourit pas. Il fait troisième. On attendait Cocard. Il termine malheureusement sixième. Il n'a pas réussi à se mêler à cette bagarre. Donc, on va analyser tout ça. On va revenir sur l'abandon du jour et c'est pas n'importe qui, c'est Mark Cavendish, 60 bornes de l'arrivée, le moment où on commençait à émerger de la sieste, on va pas se mentir. Et puis bah voilà, Cavendish nous réveille de la sieste dans la voiture balai, la clavicule, c'est terrible. Donc voilà, c'est terminé pour lui malheureusement. Et on va revenir là-dessus. On se posera aussi la question, est-ce que bah, il doit refaire une année de plus? Pour le moment, on va un peu parler dans le vent, mais est-ce qu'on en a envie? Voilà, c'est une vraie question qu'on va se poser. Et on enchaînera sur l'étape de demain, parce que demain, les amis, ça va être du très 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 grand vélo avec le Puy-de-Dôme. Il y a de l'histoire et sportivement aussi ça risque d'être incroyable parce que la montée du Puy-de-Dôme en plus de la canicule, est très compliqué avec un passage très compliqué. Donc, on va revenir là-dessus. Et sur Simon Yates aussi, parce qu'au final, dans des étapes comme ça, dites de transition pour les leaders au classement général, et ben, Simon Yates, il a perdu du temps, il a perdu 47 secondes. On va revenir là-dessus et on va voir, on fera un point sur le classement général. Michael Landa aussi. Et d'ailleurs, alors, je crois que Mikel Landa est tombé avec Steph Kras, qui lui aussi a abandonné parce que un spectateur était trop avancé sur C'est la route. ça, absolument. Donc, bon, bah voilà, c'est terrible, mais voilà, ça fait malheureusement partie du Tour de France. Et encore une fois, quand on est sur la route, faut faire un maximum attention. On fera un qui suis-je à la fin aussi, bien évidemment. Le débrief du coup de cette étape, Tamerlan, avec la victoire de Pedersen. Alors, on le sentait un peu en dessous des autres sur les C'est vrai. sprints dit plat. Mais là, on est arrivé sur un profil qui lui convenait un peu plus et il a assumé.
Ah moi j'ai été bluffé par, Pedersen parce qu'il était même très en deçà de ce à quoi on s'attendait et en réalité, on commençait presque à trouver ça logique parce qu'il avait beaucoup couru cette année. Il avait même fait, une belle campagne, de classiques. On se souvient d'un Pedersen en forme sur Gand-Wevelgem où il fait Mmh. 5 mais c'est l'un des meilleurs malgré tout. Un Paris-Roubaix où il est au rendez-vous. Il enchaîne avec le Giro et c'est vrai qu'on retrouvait pas l'un des meilleur sprinter au monde. Alors, on sait que c'est un sprinter avec un profil un peu particulier. Il aime bien les courses durcies. Il aime bien, comme lorsqu'il a été champion du monde et qui bat les Trentin, les Stefan Kung, etc., la pluie, le froid, un modèle danois. Et on était globalement déçus. On le voyait végéter à la 8, à la 10e place. Et c'était pas de son standing. Il a fait un sprint de mammouth parce qu'il lance tôt. Il lance vraiment tôt, Ouais, qui alors lance qu'il y a du vraiment tôt, pourcentage, il lance vraiment tôt. clairement. Et moi, j'ai été bluffé par sa performance individuelle. C'était indiscutablement le plus fort. Aujourd'hui, gêné, pas gêné, bien emmené, pas bien emmené. Mais au-delà de ça, j'ai été bluffé par la course de la Lidl Trek parce qu'on a vu des coureurs d'un vrai standing avec des objectifs initialement pour le général, peut-être de maillots distinctifs. Je pense à Ciccone, je pense à Schielmose notamment, qui ont roulé, qui ont fait des efforts, non pas pour le lancer, pas vraiment en tant que poisson pilote, mais pour le placer le mieux possible. Et c'est à C'est la clair. fois une victoire individuelle, parce que pour moi, il a vraiment été bluffant, et une victoire collective. À mon avis, ce soir, on avait jusque-là un tour globalement décevant, à mes yeux, de la Lidl Trek. Ils ont beaucoup de cartes, mais ça faisait globalement cheat. Et là, si les jambes répondent, je pense que dans la tête, ça va faire énormément de bien au collectif. Et je pense que ça peut être un tournant dans le tour de la Lidl Trek. Vraiment, ils m'ont bluffé. Ouais, et on va se poser la question, est-ce que vraiment c'était plus fort? Parce que c'est vrai que Van Aert arrive fort. On va regarder un peu tout ça. Mais franchement, j'ai été aussi bluffé par le travail de la Lidl Trek. J'ai chopé quelques images du coup. Et il y a un travail en amont qui est fait que tu notes avec Skelmose, notamment Galopin qui était présent. Juan P. Lopez en début d'étape aussi qui protège pas mal Pedersen. Pedersen, dès le début d'étape, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a tenté de prendre l'échappée. Il n'a pas réussi, donc il avait vraiment les crocs aujourd'hui. Et là, je vous ai mis l'image à 2 km. Et à 2 km, du coup, on voit que en fait, le train de la Lidl Trek est le train le plus organisé, avec 4 hommes qui sont présents, et avec Stuyven qui emmène Pedersen. C'est Alex Kirch qui est juste devant, et Skelmose aussi qui venait de lâcher. Mais on a Ciccone qui a bossé. Et on a à 2 km, on les voit comme ça, mais on les voit en fait qu'ils tiennent. On sait que dans ces zones-là, à 2-3 km de l'arrivée, et puis on se rapproche de la flamme rouge, tout peut changer finalement très vite. Et en fait, à 1 km de l'arrivée, eh ben, c'est Kirch qui mène, Stuyven dans la roue. Et ben, Stuyven, c'est un cheval hein, pour ça et pour Absolument. emmener dans ces moments-là. Et quand on voit la ligne d'arrivée à quel point elle monte, en plus la ligne d'arrivée, on a bien pu en voir un joli paysage avec 300 mètres de dos. Monsieur Forestier, vous Oh, aviez peut-être un quelle contrat. horreur! Quelle horreur! Il y avait Oh là peut-être là, un contrat avec la ligne d'arrivée. j'ai pas Incroyable. compris. De 700 mètres à 500 mètres, tu C'était démarres long. comme ça, tu vois l'arrière du peloton, tu dis mais attendez, on va voir le sprint quand même hein, ou pas? Non, C'était désolé de tellement long. t'interrompre, mais là c'était le cri du cœur. Ah non, non, mais tu as totalement raison. Vraiment, on se disait, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe sur cette ligne d'arrivée? Enfin, qu'est-ce qui se passe devant? Parce qu'on voyait la Lidl vraiment bien se mettre en place. Donc, on a vraiment une belle victoire collective pour Pedersen qui reprend un peu en main son Tour de France et globalement celui de la Trek aussi, parce que bah, Ciccone n'avait pas pu aller tenter d'aller chercher la victoire. Ça avait un peu jasé dans le bus après cette étape-là. Skelmose avait lâché en plus le lendemain, donc on imagine que ça a été dur de se remettre d'aplomb. Mais j'ai l'impression que Pedersen est un mec vraiment apprécié à l'intérieur de son équipe Mmh. et qu'il fédère aussi beaucoup. C'est un peu les sons qu'on en a. Mais en tout cas, bravo à Pedersen. Celui qui a tenté d'aller le chercher, c'est Jasper Philipsen. Mais cette fois, le train d'Alpecin était peut-être un peu moins bien organisé. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais peut-être un peu fatigué.
Et puis, il faut bien avoir en tête quand même que c'est pas pareil de lancer un sprint, dans du 5 parce qu'il y a quand même 800 mètres à 5. C'est pas énorme, mais c'est sûr que des profils comme Jasper Stuyven qui passe très bien les vallons, bon alors Mathieu Van Der Poel évidemment, mais la course a été globalement plus dure, donc c'est pas étonnant qu'on ait une forme un peu, j'ai envie de dire, de variance au niveau du lancement du sprint. Mais il faut quand même avoir en tête que la Lidl Trek, des Kirch, des Stuyven, parfois ils ont aussi Edward Teuns qui est pas là, ce sont des sprinteurs de rechange, hein. C'est un très beau train de base. Ce qui manquait jusque-là, c'était même pas forcément le placement, c'est de Pedersen, c'était le coup de rein, la vitesse de pointe qu'on connaît. Là, il a retrouvé un terrain absolument parfait pour lui, c'est-à-dire du 5%. Si c'est du 8%, c'est un peu trop pour lui. Là, c'est du 5%, c'est son terrain de jeu favori. Et il a Et vraiment ça passe. répondu présent et j'ai été bluffé par sa performance. Et après, du coup, Philipsen, il y a aussi ça, peut-être. Il est seul, en fait, avec Van Der Poel assez tôt, hein, à 2 kilomètres. Il y a Quinten Hermans, en fait, qui emmène. Mais Van Der Poel décide finalement bah, je ne sais pas s'il décide de lâcher sa roue. En tout cas, derrière Quinten Hermans, à 2 Ouais, kilomètres, ouais. il disparaît. Du coup, Van Der Poel doit vraiment faire le boulot un peu tout seul pour Jasper Philipsen. C'est pas passé. Sur la Jumbo, Van Aert termine donc troisième. Et on a vu en fait que il a été un peu bloqué par Ouais. son lanceur, c'est-à-dire Laporte. Alors je ne sais pas si c'est une faute de Laporte de ne pas avoir vraiment lancé, de ne pas avoir montré une ouverture à Van Aert, mais en tout cas, en plus de bloquer Van Aert, il a laissé ouvert à sa droite sur Pedersen. Et donc là encore, Van Aert, il peut être un peu frustré parce qu'il a une belle pointe de vitesse sur la fin. Oui, 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 Van Aert était probablement l'un des. Alors, moi, j'ai vraiment été bluffé par Pedersen, donc j'ai du mal à te dire Van Aert parfaitement lancé aurait gagné parce que Pedersen lance de très, 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 très loin. Et là où je trouve qu'il a été parfaitement placé, il n'a pas été tant lancé que ça par des équipiers. Donc pour moi, Pedersen, je regarde à peine la concurrence dans ce genre de circonstances. Van Aert est gêné par la porte. On ne comprend pas exactement ce qu'il fait. Est-ce qu'il a un pépin mécanique ou est-ce que parce qu'il reste figé droit. Donc c'est un petit peu surprenant, mais c'est vrai qu'en tout cas, on a l'impression que l'expression est peut-être un peu étrange, mais que rien ne clique en faveur de Wout van Aert, que il a les jambes quasiment à chaque fois ou presque, j'exagère un peu, pour gagner, mais l'étape quand il sprint face à Philipsen, on sent qu'il a dans les jambes la victoire. Même l'étape remportée par Pogacar après enfin c'était avant-hier. Tu te dis qu'en fait, si on joue sa carte dans l'échappée, bah, c'est de loin le plus fort. Là, il aurait pu jouer la gagne, mais sur cette étape, je trouve vraiment que Pedersen a été au-dessus. Donc voilà, Mmh. c'est le quotidien d'un sprint. Il y en a énormément qui sont passés un peu à côté. On a un Caleb Ewan pour lequel l'arrivée pouvait convenir. On a un Girmay qui est un peu loin également. On a pas Ah, il mal termine à plus d'outsiders et de favoris. 44e place, Et ouais. ouais, on a pas mal d'outsiders et de favoris qui finalement sont passés à côté et qu'on n'a pas vu. C'est la Mmh. vie d'un sprint. Tu as l'impression que depuis le début de ce Tour de France, il n'y a que pour Alpecin que ça se passe bien. À ce sujet, j'ai un petit regret. Je ne sais pas si tu voulais aborder le sujet au niveau timing, mais simplement pour Alpecin, j'aurais voulu voir sprinter Van Der Poel. Ouais, non, non, Euh, mais tu peux complètement l'aborder. C'est vrai que ça a été un vrai choix. Il était chez lui et ouais. bah, le choix a été fait assez tôt. Après, quand je vois la manière avec laquelle il lance Philipsen, j'avoue que je ne sais pas s'il aurait pu gagner face à ce Pedersen, en fait. Je vais te dire quelque chose d'absurde. Je pense que Philipsen avait plus de chances de gagner cette étape que Van Der Poel, ou en tout cas que Ouais, Van Der Poel n'avait pas plus de chances. Mais malgré tout, au niveau de la gestion du collectif, au niveau de la gestion humaine, ce qui pour moi est absolument primordial, Philipsen a gagné 3 étapes. Il les doit en partie à Van Der Poel sur un en terrain grosse partie, ouais. en grosse partie, honnêtement, j'aurais aimé sur un terrain très favorable à Van Der Poel qu'on joue sa carte. Alors Ouais. peut-être avec un Philipsen qui le lance, comme ça il marque quand même des points pour le maillot vert. Alors il n'y aura pas
de friture sur la ligne entre les deux. C'est pas la même relation qu'entre un Non, mais on est Vingegaard frustré, ou Van quoi. Aert. Voilà, c'est On ça. est frustré, surtout qu'en plus, la justification, c'est dès le début d'étape, Ouais. c'est pour le maillot vert. C'est Et tu ça. vois, Bon, sincèrement, mais il peut alors, ne pas avoir peur pour son maillot vert, quoi. bah, ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai déjà vu Van Der Poel dans un sprint avec un sprint intermédiaire avec Coca et il lui laisse prendre les points. Donc, je veux dire, si vraiment l'obsession, c'est le maillot vert, tu peux demander à Philipsen de lancer le Ouais. sprint et Van Der Poel de sprinter. Mais encore, c'est une question de gestion humaine. Je ne pense pas que Van Der Poel avait davantage de chance. Les deux sont copains, donc il n'y aura pas de, y Ça se aura pas de terminera souci bien, là-dessus. ouais. Mais en tant que spectateur, en tant que quelqu'un comme beaucoup qui apprécie Mathieu Van Der Poel, eh ben, j'aurais trouvé ça sympa qu'il tente sa chance, même d'un peu plus loin, ou qu'on joue sa carte pour le sprint. Mais c'est pas du tout une erreur, hein. Attention, c'est pas ce que je dis de la part d'Alpecin, mais voilà, c'est un petit regret de ma part. J'aurais voulu Mmh. voir Van Der Poel jouer sa carte. Ouais, non, non, mais je suis assez d'accord. Mais après, c'est vrai que bon, bah, Philipsen, pour le moment, dès qu'on lui a fait confiance à valider ça, c'est la première fois qu'il est battu. Donc, on verra sur la suite. Mais voilà, le choix a été fait et les deux choix auraient été en fait compréhensibles. Bien sûr. Pas de polémique, mais je te suis assez. J'aurais bien aimé voir ce que Van Der Poel aurait donné en étant seul. Peut-être qu'il aurait aussi adopté une tactique un peu différente. Il y aurait peut-être une stratégie d'équipe différente aussi. Philipsen aurait pu être utilisé d'une autre manière. Mais voilà, on le saura jamais en tout cas. Mais demain, ça arrive au Puy-de-Dôme. On verra ce que fera Mathieu Van Der Poel pour s'amuser, hein. Je me permets simplement de répondre à Observateur, qui est un connaisseur cycliste, parce qu'il parle de certains des meilleurs poissons pilotes au monde. Mais je ne suis pas vraiment d'accord, parce que, par exemple, quand on parle des succès de Jacobsen, etc., très souvent, on met vraiment en avant le travail des poissons pilotes. Je me souviens, alors quand Cavendish gagnait toutes les étapes, Bah, on parlait en Rencho, fait il est jamais loin, de, hein. mais de Morkov, là encore plus récemment, on disait que quand Michael Morkov, à son meilleur, emmenait un sprint, c'était quasiment un penalty. Rencho avec Cavendish, c'était la même histoire. Bernard Heisel, c'était la même histoire. Riquetze fut un temps, c'était la même histoire. Danny Van Poppel, il y a quelques mois, on disait la même chose. Donc, non, l'idée n'est pas de sous-estimer les Mmh. performances de Philipsen. Pour moi, c'est Je actuellement le comprends. meilleur sprinter au monde, mais de dire qu'il a été placé sur orbite par Mathieu Van Der Poel et que d'un point de vue humain, j'aurais aimé qu'on lui rende l'appareil, c'est tout. Oh non, non, mais ça s'entend complètement, ça s'entend complètement. Je voulais, te poser un peu la question, est-ce que la Jumbo a bien géré au final? Parce que, me demandais si la porte était pas un peu cuite à la fin. Van Aert finalement dans le chat, je le lis, a validé, l'idée que c'était lui qui avait plutôt fait une erreur, sur la fin. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai vu la Jumbo a parfaitement, géré, son étape, hein, et ils ont été actifs. On les voit, j'ai vu une image à 100 km de l'arrivée, on voit Van Barle rouler, et c'est eux qui contrôlent un peu l'échappée. Et après, on les voit à 10 km de l'arrivée quand Casper Asgreen a attaqué. Là aussi, c'est eux qui contrôlent. En revanche, à 4 km de l'arrivée, on a vu un Van Aert qui cherchait la roue de la porte et surtout un Mhm. Vingegaard qui était finalement assez seul. Moi, c'est assez rare. Ça a été pour moi assez rare. Voir, dans mes souvenirs, j'en ai pas, mais c'est surtout que Vingegaard a dû se débrouiller quand même bien seul dans le final. Après, ça se comprend, mais du coup, le collectif a quand même été bien consumé et il n'y avait pas un ange gardien pour Vingegaard à la fin. On l'a vu quand même pas mal slalomer. Ça doit quand même être un peu stressant quoi pour Jonas Vingegaard d'être comme ça tout seul. On le voit sur l'image en bas là. Et il y a des moments, il a dû vraiment slalomer, prendre du vent. Pas simple quoi. Oui, alors pour être tout à fait honnête avec toi, moi j'ai pas de problème au niveau tactique, j'ai envie de dire, de la Jumbo, mais ils ont manqué, j'ai l'impression, de main-d'œuvre pour réaliser ce qu'ils voulaient faire. Parce que on a bien compris que leur idée, c'était de durcir le final pour faire mal aux grosses cuisses, pour faire mal aux Ah, Philipsen, pour faire mal. l'accélération à 10 bornes, elle est terrible, hein. Elle est terrible, mais en fait, très vite, il n'y a plus que la porte devant Vingegaard et devant Van Aert, ce qui a été un petit peu étonnant parce que, alors il y a eu je sais plus si c'est Van Hooijdonk ou Kelderman qui emmène avant la porte, je me Van souviens plus Hooijdonk, ouais. bien. C'était Van Hooijdonk, mais c'est vrai qu'on a vu aussi un Benoît peut-être un peu plus discret, Kelderman, etc. Il manquait un peu de monde, mais je pense que, pour être tout à fait sincère avec toi, je me suis mis à Pro Cycling Manager sur le Twitch RMC Sport. J'ai tenté la même histoire, c'est-à-dire de durcir dans la montée précédente. Ça a également foiré. Et donc, je ne vais pas leur jeter la pierre pour avoir tenté cette tactique. Mais, à mon avis, il leur manquait des hommes. Et ces efforts
extrêmement intense de la part de Laporte explique peut-être un léger manque de lucidité dans l'emballage, où en gros il fait son effort et il s'écarte pas bien. Mm. Donc oui, ça m'a surpris. On parlait des bons points. J'ai cité Groenewegen. Jamais j'aurais dit que Groenewegen ferait top 5 de Non, cette étape. vraiment incroyable. Euh, Il termine à la à quatrième la place, quatrième Groenewegen. place, Alors, je ne sais pas s'il est en train de changer de profil ou quoi, parce que Ewan, lui, clairement, bah, a dit à l'oreillette, bon, je peux pas y aller, je suis mort. Il a tenté de tenir, mais De Buyst finalement a roulé. Mais c'est vrai que Groenewegen, quatrième. Groenewegen avec Voilà. ses énormes cuisseaux, on dirait un première ligne ou un lanceur de poids, franchement, je le mets pas dans le top 10 moi. Si tu me mets un bet, cote supérieure à 2 Groenewegen, en dehors du top 10, je prends parce qu'on a quand même un final qui a été, on a l'impression, bien durci, ou en tout cas durci par la Jumbo. On a 800 mètres à 5 et Pépère, il fait 4e, donc assez bluffé par sa performance, même s'il a été plutôt bien amené. Il fait partie des belles notes, j'ai envie de dire, Mm. de cette fin d'étape. Non, non, mais c'est clair. Et peut-être après qu'il aime aussi quand ça monte aussi un tout petit peu, que c'est pas tout plat, parce que c'est vrai qu'hier, il a été relativement décevant quand même sur le sprint. On sentait qu'il manquait un peu de puissance. Là, ça montait un peu plus. Et ben, le sprint des Ouais. Champs-Élysées, c'est pas pour rien qu'il est aussi très fort sur ce sprint-là à chaque fois, parce que c'est un sprint qui est en faux plat montant. Donc voilà, c'est un Groenewegen qui peut-être qu'on le sous-estime un petit peu sur ces montées-là, même si là, il nous a Mais bluffé, hein, très tu vois, clairement. ça Pas à appelle un mentir. peu à l'humilité parce que je me souviens, je sais plus, je crois que c'était l'an dernier sur Paris-Nice ou le Dauphiné et on comprenait pas bien parce qu'on voyait la Jayco rouler et durcir sur certaines étapes absolument pas faites pour Groenewegen, mais peut-être davantage, c'était Ethan Hayter qui gagnait ces étapes-là, je sais plus exactement quelle compète c'était. Et en fait, souvent les directeurs sportifs disent non, non, mais on roule pas forcément pour l'étape, mais pour préparer les échéances futures d'étapes qui vont avoir un profil similaire. Et bah peut-être que Groenewegen, comme tu le dis justement, il est en train de changer légèrement de profil. Avant, il avait un profil, quelqu'un disait dans le chat, il passe pas d'habitude. Boris nous disait la première fois qu'il passe un pont d'autoroute, c'est pas faux. Avant, il avait la réputation d'être un peu un Jacob Maresco, c'est-à-dire attention, il y a un gendarme couché, je vais être lâché, aïe aïe aïe, c'est terrible. Et là, tu vois qu'il fait un beau sprint, mais dans les sprints Vando sur un circuit automobile, eh ben, il a été un petit peu décevant. Alors, est-ce Ouais. qu'il va évoluer? Est-ce que c'est juste passager? On verra, mais son évolution est à suivre. Ouais, et en revanche, tu l'évoquais tout à l'heure, mais Guermain 44e à 19 secondes. Moi, j'avoue que j'ai pas compris parce que un moment, il est dans l'emballage final, hein. Oui, Il termine loin, oui. mais j'ai l'impression qu'il a une fracture mentale en fait. Ça a été, il y a un moment, ça lance. Quand les gros lancent, en fait, Mmh. lui, il se dit, j'ai l'impression qu'il se dit, oh, c'est pas ma guerre en fait. Je suis pas capable d'y aller. Peut-être qu'il était cuit, peut-être que ça lui, il a eu des crampes. Bah voilà, mais voilà, il était cuit, D'accord. c'est ça, parce que il s'est vraiment relevé à un moment. Je me suis dit, mais pourquoi? Bon, bah voilà, le travail de la Jumbo aussi a servi à ça, à Mmh. éliminer certains sprinteurs. Donc bravo à la Jumbo. Mais Mais voilà, c'était dur oui, pour lui. je suis d'accord avec toi. Moi, je suis vraiment pas déçu par le tour de Girmay. Je suis pas déçu par le tour de Samuel Ford. C'est des coureurs qui doivent encore apprendre au Ouais. niveau Ouais, il est Tour de jeune, ouais. France. C'est-à-dire, bah, tu arrives dans un emballage, on roule comme des cinglés. Il y a des leaders, tous les leaders, tu as Ineos, tu as la Jumbo, tu as eux qui se mettent à rouler. Même après les 3 km, ils veulent rester quand même à l'avant au cas il y aurait une chute pour éviter les pépins. Tu as honnêtement 10 sprinteurs qui pensent pouvoir jouer la gagne, donc ça joue des épaules. Et c'est pas seulement une question physique, parce qu'un Girmay, on l'a déjà vu remporter, c'était Gant Wevelgem ou un truc comme ça l'an Ouais, dernier. Ganvé C'était Game, Gant ouais. Wevelgem. Donc des courses durcies, il sait faire. Mais nerveusement, c'est pas la même chose le Tour de France. Parce que tu as de l'influx en permanence, tu joues ta vie. Dans un sprint précédent, il s'est fait valdinguer par Van Der Poel. Donc tu vois, tu dois toujours être sur le qui-vive. Donc ça m'étonne pas plus que ça, mais sur cette étape, je l'attendais mieux. Je me permets de réagir parce que je suis pas sûr que c'était au conducteur, parce que c'est Fouad qui parle de la totale. Je ne comprends rien à la tactique de la Total Direct Energy, mais Après, aujourd'hui, ils envoient quelqu'un devant, tu vois, oui, au oui, moins c'est ils vrai. tentent. Il y a Mais des équipes qui n'ont pas pris cette échappée. Pour moi, ils auraient dû l'apprendre, hein. ouais, J'ai noté pas mal d'équipes qui ratent cette échappée. Je comprends pas pourquoi ils y sont pas, que ce soit AG2R, Astana. Bon, Astana, non, même Astana, parce que ouais, Bocaf, ouais. ça aurait été dur aujourd'hui. IF, la Groupama, moi je suis désolé, la Groupama, ils font Ouais, une je suis quatrième d'accord. place, derrière, ils font une neuvième place. C'est pas normal.
marché. Bon, ils avaient Guerma, ils bossaient pour lui, pas de problème. Mais Mmh. Israël, pourquoi ils y sont pas? La Movistar, pourquoi ils y sont pas? La Soudal, ils envoient Kasper Asgreen en contretemps. Bon, à la limite, ils ont mis De Klerk. Oui, ils ont Eux, à la essayé. limite, ils ont Ils ont essayé, essayé. quoi. Ouais. Voilà, mais la DSM, ils font rouler à la fin, ils font sprinter Nick Sekov, mais ils ratent l'échappée. Je suis désolé, la Uno aussi, la Uno X, moi je veux bien, mais ils doivent tout faire pour y aller. Au final, Ouais, je tu suis te retrouves d'accord. avec 3 échappées, ça a pas mal tenté, mais voilà, ils n'arrivent pas à la prendre. Bon, la Total arrive à la prendre aujourd'hui, Avec mais un Anthony Turgis très fort, hein, avec il Turgis qui est était un fort, coureur. Mais c'est vrai que la Total, il moi, était fort. depuis que j'ai entendu le radio course, enfin, non, les échanges entre directeurs sportifs et coureurs où ils disent prenez pas l'échappée, restez autour de Steph Kras. Je me dis, Ouais. mon gars, que tu vas jouer le. Aujourd'hui? Non, c'était Ah avant, oui, quand c'était l'étape. Burgodo il se relève, Non, alors ça c'est c'est marrant parce qu'avec la Total Direct Energy, tu il y en peux a prendre plusieurs. c'est une étape, un bonbon. Il y a Burgodo où ils disent oh bah vas-y là relève-toi et puis finalement c'est la tour qui attaque plus tard. Bon ok pourquoi pas. Il Mais était fort. l'étape où ils disent Team Radio, merci Orsatelli, où ils disent les gars bon aujourd'hui on reste groupé autour de Steph Kras. Donc tu dis mais attends mais l'idée ça va être quoi? Ça va être de jouer le top 15 final et de pas mettre un homme à l'avant. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu pas toujours compréhensible, mais c'est vrai qu'Anthony Turgis il était passé sur le podcast RMC, il avait dit que c'était une étape qui l'intéressait particulièrement. Je suis content de l'avoir vu parce que je l'ai vu en forme, je l'ai vu fort, je l'ai Bah vu ouais. Il solide. aurait mérité un groupe au moins à 7, quoi. Il aurait mérité un Kort Nielsen, un Bettiol avec lui, Bien un sûr, Valentin Madouas, ce genre de coureur c'est qui. clair. Alors après, il y en a plein, hein, il y en a plein aussi, c'est logique qu'il n'y soit pas, mais c'est vrai que si tu rajoutes un Nelson Oliveira, un Valentin Madouas, un Kort Nielsen ou un Bettiol, déjà l'échappée, elle a beaucoup plus de gueule. Mais c'est vrai que j'ai souvent du mal avec ces équipes qui ne jouent qu'une carte ou presque, alors que ces cartes sont là pour au mieux du mieux un fond de top 10. Moi, je suis plutôt pour simplement même pour l'image que tu renvoies. C'est con, hein. On parle parfois d'échappée publicitaire, on parle parfois ah ouais, mais ça sert à quoi d'attaquer? Putain, mais pour l'image que tu renvoies, tu as un sponsor qui met des millions. C'est pas pour ratonner et pour jouer la 15e place. Non, mais Mais c'est ça, clair. c'est une perception romantique du cyclisme. Mais oui, j'ai pas toujours compris non plus. Mais en tout cas, très déçu en revanche pour Steph Kras. Lui était pour Ouais, rien bah au d'ailleurs, tactique il de vient de son équipe. tweeter. Il Ouais. vient de tweeter et il a tweeté: lorsqu'un spectateur monte de plus d'1 mètre sur la route et ne bouge pas à l'arrivée du peloton, mieux vaut rester chez soi. Vous n'avez aucun respect pour les coureurs. J'espère que tu te sens vraiment coupable. Je dois Mhm. partir du tour à cause de toi. Bah voilà, au pied et au mi aussi, hein, on se rappelle, mais Ouais. c'est vraiment des trucs. Faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Bon, je sais qu'ici, vous faites attention, bien évidemment, les rouleurs. Et puis il Mais valait que 8 que millions dans pour le cette J2, phrase. quoi. Il valait que Ouais, 8 non, non, millions mais dans le J2, c'était la bonne pioche, et puis on pourra plus utiliser sur ce Tour de France. Je rigole évidemment, mais c'est un coureur sous-coté. Il y a des petits coureurs comme ça. Steph Kras, on sait que c'est un bon grimpeur. Il faisait un beau Tour de France, il était en forme. Je pense vraiment qu'il aurait pu aller chercher une étape, vu qu'il est assez loin et qu'il n'est pas dangereux. Donc je comprends sa haine aujourd'hui parce que je pense bah, qu'il bien pouvait aller sûr. chercher quelque chose de beau. Et même pour ton après-carrière, est-ce que Offredo aurait une place de consultant aujourd'hui sans s'échapper sur les étapes de plat? Je sais Non, pas, absolument pas. je sais Je suis persuadé que non. Si tu prends la carrière d'Ofredo, non, mais après, je suis peut-être pas été plus mal, hein. Non, je rigole. pas. Mais simplement pour Ah, il est l'image. clivant, on va dire. Non, je rigole, j'ai vraiment Non, rien non, mais contre. je sais. Non, C'est un exercice très, très, très difficile, hein. C'était juste pour faire un bon mot gratuit. tu as bien Mais c'est raison. vrai que mais moi, je sais pas qui disait ça, mais je suis tout à fait d'accord, tu vois. Vraiment, la caisse de résonance qui est le Tour de France pour les coureurs, pour les sponsors, c'est tout, quoi. C'est tout. On se souvient de Stéphane Rossetto qui partait avec Offredo. Ces mecs-là ont fait leur popularité en partie grâce à ça. Donc, je suis parfois Bien surpris sûr. que c'est ce que dit Burgodo à Naki Philippe Durand. Gilbert. Burgodo, il dit bah moi je voulais y aller, on m'a dit non. Mais attends, mais t'as envie Non, de mais dire ça, les c'est gars, honnête. supprimer l'oreillette, quelle est l'idée? Le mec a envie d'y aller, il fait l'effort. Bon, il se bat pas parce que personne ne veut y aller, mais laisser les coureurs un petit peu faire la course. Donc c'est vrai que voilà, c'est juste une vision. Je dis pas qu'elle est bonne et je comprends que Bah, bien tu sûr. sais l'idée dans le tour, c'est de dire il faut pas tirer à blanc, il faut pas. Y a quelqu'un qui écrit des previews, David Hunter, qui est un Écossais, qui lui utilise l'expression de la boîte d'allumettes. Il dit un coureur part avec une boîte d'allumettes au départ d'un grand tour. Certains, ils ont plus d'allumettes dedans,
Mais à chaque fois que tu en brûles une, en faisant quelque chose, en attaquant, etc., eh ben, tu vas pas la retrouver plus tard. Et c'est vrai que bon, un Burgodo qui attaque sur une étape où tu es quasiment certain que ça va pas au bout une échappée, il grille une allumette alors qu'il aurait peut-être besoin un peu plus tard. Mais moi, je pense que pour le bien-être collectif, pour l'image, quand tu entends la femme de Laurent Pichon lui hurler dessus quasiment en Ah, c'était larmes en beau disant ça. mais c'est ça le vélo. Le sport n'est qu'un vecteur d'émotion. Alors parfois, tu as des émotions avec un titre, avec une victoire. Victor l'a fait, je me suis éclaté la voix lors de sa victoire. Mais pour moi, ce n'est qu'un prétexte à être un vecteur à émotion. Et pour la famille, pour les fans, pour les sponsors, c'est ça qu'on veut voir. Donc, Bah, bien sûr. c'est pour ça. Bon, voilà, c'était un Non, petit. mais Vu que l'étape n'a pas été aussi j'ai adoré cette tirade. excitante, Je pense que je me suis permis. si on la clip, ça fait un peu Tamerlan Otis, ça me va très bien. J'ai adoré. C'est un vecteur d'émotion. Là, je me suis senti dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'était magnifique. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, mon Tamerlan. Je suis tellement d'accord avec toi. On enchaîne un peu. J'ai vu que dans le chat, il y en a beaucoup qui parlent de Simon Yates pour voir qu'au classement général, du coup, il a perdu 2 places. Du coup, lui aussi, il a chuté et il a perdu quand même pas mal de temps. Bon, bah voilà, c'est chiant, mais ça fait partie du Tour de France et il a quand même perdu 47 secondes. On arrive sur le moment un peu triste de cette étape, plus que triste même. C'est Mark Cavendish qui, au 60e kilomètre, malheureusement, a chuté. Un moment où voilà, c'était plutôt tranquille, il y avait 2,40 encore pour les échappées, ça se mettait en route, ça allait pas si vite que ça. Et en fait, il y a eu une vague assez haut dans le peloton et ça a vraiment créé une onde. Et en fait, qui a pris le mec tout en bout de chaîne, c'est-à-dire Mark Cavendish. Il n'y a que lui qui tombe, il tente de se relever. Et puis là, bon bah, terminé, la clavicule. Et puis derrière, on voit ce visage terrible, quoi, Tamerlan. Oui, c'est terrible parce que moi, en plus, moi, pour moi, c'est le meilleur sprinter de l'histoire, hein, Mark Cavendish. Et c'est un coureur, on doit être à peu près du même âge, j'imagine. Donc, c'est un coureur avec lequel j'ai grandi, moi. Moi, j'étais fan de la T-Mobile, de HTC Aeroad, de la Columbia. Bon, après, il est parti Bahreïn et Astana, donc c'est peut-être un peu moins sexy, mais c'est un coureur. C'est marrant parce que c'est toujours sur le déclin ou dans la faiblesse qu'on aime davantage les coureurs. Quand Mark Cavendish était dominateur, bon, moi, je l'aimais bien, mais avant, on disait c'est un kamikaze, il joue des épaules, regardez, c'est le terroriste du sprint. Et là, on est triste. On est triste parce qu'on sentait que il était au plus bas, hein. Il y a 2-3 ans, il avançait plus, il est revenu, il a fait un travail sur lui-même un peu plus sage dans les sprints. Là, il est emmené par un train relativement compliqué, mais on a des émotions avec lui. La dernière étape du Giro, quand tu vois Geraint Thomas, son ancien équipier, le lancer et lui permettre d'aller chercher une victoire, c'est une image magnifique, c'est des images qu'on a envie de voir. Et j'avais envie de voir Mark Cavendish gagner sur ce Tour de France, pourquoi pas sur les Champs-Élysées. Lui disait qu'il avait, comment dire, on dit il est vieux, etc., comment il va gérer les étapes de montagne. Lui disait qu'avec son expérience, il y arrivait encore mieux à gérer ces étapes. Et c'est vrai que hier, on l'avait vu excellent, alors qu'il y avait eu déjà un programme particulièrement chargé, donc très triste pour Mark Bah ouais. Cavendish. Probablement que, alors il avait annoncé la fin de sa carrière et probablement qu'on le reverra pas sur le Tour de France. Si jamais il trouve la force mentale de rempiler, peut-être pas pour une année, mais avec un objectif Tour de France, j'aimerais le voir, mais simplement si lui sent qu'il peut aller gagner une étape. Mark Cavendish ne doit pas faire de la figuration. C'est l'idole d'une génération, l'idole des sprinteurs. Donc je veux, voilà, peut-être que l'histoire devait se terminer comme ça. En tout cas, moi, ce que je garderai de Mark Cavendish, c'est le plus grand sprinter de l'histoire à mes yeux, et que même à son âge, je ne sais même plus quel âge il a, il était avec les tout meilleurs. Il n'avait pas peur, il en faisait pas plus que, il prenait pas des risques inconsidérés pour aller en chercher une. J'aurais aimé le voir gagner sur ce Tour de France. J'aimerais le voir gagner sur le prochain Tour. Mais s'il n'a pas les jambes pour gagner, bah, l'histoire est déjà sublime et qu'elle reste comme ça, quoi. Il y a 38 Edgar dans piges, le punaise. chat. Il y a Edgar dans le chat qui dit il peut toujours aller chez Total. Mais tu sais que, Edgar, c'est exactement ce que j'ai regardé. Je suis allé voir le petit contrat de Peter Trop Sagan. jeune. Eh ben, Peter Sagan, il est encore là l'année prochaine, donc ça va être compliqué quand même pour Total d'aller le chercher. Maintenant, Steve Chenel le notait pendant le live d'Eurosport. Il le rappelait que si Astana a pu ramener Cavendish dans ses valises,
dans son effectif, c'est parce que des sponsors de lunettes, Oui, d'équipements sont arrivés avec des bien fonds sûr. privés et ont financé le contrat de Mark Cavendish. Très sincèrement, il faut que certaines équipes lui donnent aussi envie à Mark Cavendish de retenter l'expérience. Après, voilà, c'est vraiment philosophique comme question, mais est-ce que ce sera l'année de trop? Franchement, moi, vu ce qu'il montre en ce moment sur le Tour de France, quelle année de trop en fait? Dans la vie, je suis désolé, il n'y a pas d'âge, quoi. Mmh. Tu vois ce qu'il est capable de faire. On est tous les deux fans de rugby Tamerlan. On voit ce qu'un Sergio Parissé a pu faire en enchaînant des saisons qu'il n'était pas censé faire, en annonçant 3 fois sa retraite. Bah ouais, tu annonces 3 fois ta retraite, mais il y a certains moments, et ben, j'ai envie de dire, le destin t'appelle. Et voilà, moi, je pense que le destin appelle Marc Cavendish à retenter encore une expérience et à essayer de doubler Eddy Merckx parce que ce record-là, il doit au moins retenter une fois. Et si ça, s'il y a quelque chose qui l'empêche de le refaire l'année prochaine, eh bien, il l'empêche. Mais ouais, voilà, Toff, il prend sa retraite au JO 2024. Et ça pèterait. Bon, après, le parcours des JO 2024, Montmartre, etc., pour Cavendish, c'est plutôt compliqué. Mais il peut faire un tour sur piste, je ne sais pas. Mais faut voir. Mais ouais, voilà, moi, j'aimerais bien qu'il essaye de faire comme ça. Je pense que c'est fini là, mais je comprends ton point de vue, Joseph. Voilà, Gia. Après, voilà, moi, je vais pousser ça. J'ai acheté mon petit hashtag bring back Marc, mais voilà, je l'espère un maximum maintenant. Bon, bah, si c'est pas le cas, c'est pas le cas, et on fera avec. Mais c'était vraiment, ouais, c'était une image qui était dure à accepter, Mark Cavendish, vraiment. Ouais, clairement et en tout cas, tu as raison, hein, mais déjà le retour, à ce niveau de performance à 38 ans, aller, bagarrer avec, toute la jeune génération, c'est déjà bluffant et l'histoire a été très, très belle, quoi. Ouais. C'est tout pour l'étape du jour. Du coup, on passe à la preview de demain, mon Tamerlan. Oui. La preview de demain, du coup, on va regarder. C'est une étape qu'on attendait énormément. On l'avait noté dans notre preview. Pourquoi? Déjà, c'est arriver au sommet, au Puy-de-Dôme, et il y a du coup le côté 35 ans après. 35 ans après quoi? Cette photo-là. Alors, c'était il y a plus de 35 ans. Mais voilà, c'est Anctil-Poulidor, c'est les pentes du Puy-de-Dôme. Donc, forcément, qu'on a envie d'y retourner et que ça va être un moment historiquement très, très fort. Et puis, surtout, le presque pas le plus important, mais on a une ascension du Puy-de-Dôme, voilà, je la montre, qui est très, très compliquée. Donc, j'ai vu que dans le chat, il y en a certains qui mettaient: «Demain, c'est pour les échappés». Va falloir quand même être costaud pour les échappés, pour résister à, Tadej Pogacar et Vingegaard qui vont se faire la guerre derrière. Ou alors vraiment, il faudra que ça prenne de l'avance et une certaine avance importante, quoi. Qu'est-ce que tu vois toi comme, comme tactique, de Jumbo et Pogacar? Tu vois, la Jumbo rouler, parce qu'en fait, c'est la belle. Là, c'est la belle. On a Clairement. eu une manche pour Vingegaard, une manche pour, Pogacar. Tu t'attends à quoi? Parce que, tu es évidemment présentateur, mais tu as souvent des bons instincts. Au niveau de la stratégie, Jumbo, tu vois Jumbo sur l'offensive, Tadej qui essaie de suivre. Tu vois ça comment toi? Tiens, je vous mets le profil d'ailleurs, les gars. Vous m'avez demandé le profil, le voici. Bah, en fait, je t'avoue que je pense qu'il va y avoir une sacrée migraine du côté de la Jumbo Mmh. ce soir, au moment de réfléchir à ce qu'on va dire demain dans le bus. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un gros rythme de la Jumbo pour isoler Pogacar? C'est-à-dire en fait ce qu'ils ont fait vers Cotteret, mais du coup Pogacar a pris une contre-attaque terrible. Mais du coup, qui dit gros rythme dit aussi possibilité pour Jonas Vingegaard de se retrouver en un contre un. C'est un vrai casse-tête. Je pense que ça va être un peu la même chose que il y a quelques jours, c'est-à-dire que la Jumbo doit absolument envoyer Benoît et Kelderman dans une échappée pour essayer de OK. travailler le moins possible. Espérer que le Team UAE n'envoie Uni Solaire ou Gross Schartner, mais en théorie, ces deux-là, pour le moment, ils ne marchent pas au top, à moins qu'ils se révèlent demain. Mais il faut absolument que la Jumbo, effectivement, déjà, qu'il y ait une grosse échappée qui se crée pour la Jumbo, dans laquelle ils sont présents pour rouler le moins possible et qui est déjà pas les bonifs dans l'idée. Déjà, ça ce serait une première chose. Vingegaard, pour le moment, il a le maillot jaune. Il faut qu'il montre qu'il est en position de force. Et Mmh. après, essayer de contrôler un maximum. Et après, bah, ça va être à la pédale. Maintenant, je pense que
ce qu'on rappelle, c'est que dans Marie-Blanque, Vingegaard lâche Pogacar dans les 12%. Dans Cotteret, Pogacar lâche Vingegaard dans les 9%. En théorie, je dis bien en théorie, on a des pourcentages dans le Puy-de-Dôme qui correspondent un tout petit peu plus à Vingegaard. C'est vrai, Mais ouais, je suis d'accord. voilà, ça va être vrai. Il y a la canicule terrible demain, donc 32%, c'est sec comme pas 32 possible. degrés, 32%, là, ça 32 fait degrés. trop. Hein. Là, c'est du volcan. Là, c'est du volcan. Mais ouais, je suis globalement d'accord avec toi. En fait, c'est un profil, une arrivée sur le papier. On se dit c'est davantage pour Jonas, légèrement, parce qu'on est sur vraiment une explication entre deux immenses champions. Donc, léger avantage, j'ai envie de dire à Jonas. Le truc, c'est que léger avantage veut dire on s'attend à ce que la prise d'initiative vienne de lui. Et on a vu sur ce tour que maintenant, si l'initiative vient de Jonas, et bah Tadej, tant qu'il va rester dans la roue, il peut en profiter. On sait qu'il a un meilleur jump. Donc, je pense que du côté de Tadej, l'objectif va être attendons que Jonas fasse son numéro. On suit et on essaye à nouveau de le sauter. Mais je pense qu'on aura une grosse explication. Moi, mon gros doute, c'est de savoir si ça va rouler derrière l'échappée. Si ça va rouler derrière l'échappée, parce que je ne suis pas persuadé que la Jumbo mette vraiment à rouler pour jouer l'étape, parce que je ne sais même pas pour les bookmakers qui est favori, honnêtement, entre Jonas et Tadej. J'ai pas encore regardé. J'aurais tendance à dire Tadej parce qu'il peut, avec son jump, aller chercher l'étape, mais c'est vrai qu'on se dit que peut-être également, quelqu'un disait que Pogacar n'était pas non plus un énorme fan de la chaleur comme ça. Donc, j'ai un peu du mal à trancher. Ce que j'ai envie de voir, c'est des Français à l'offensive. Qui dit Justement, Puy-de-Dôme, vas-y. Justement, ça va être intéressant. Tu vois, j'ai remis le profil parce que il y a cette possibilité, il y a cette cote de troisième catégorie qui est à 50 km de l'arrivée. Et là, alors, on peut parler effectivement de duel Jonas Vingegaard, de Tadej Pogacar. Alors, eux, ils vont se regarder en chien de faïence, ça va être quelque chose. Mais on peut aussi réfléchir par rapport au classement général. Pourquoi Parce qu'au classement général, on va avoir Carlos Rodriguez, Adam Yates, Simon Yates, David Gaudu, Romain Bardet, tous ces mecs-là, à mon avis, ils vont regarder un truc, ils vont essayer évidemment d'être offensifs et d'être offensifs où je pense qu'ils peuvent rêver pour essayer de lâcher à la pédale Jonas Vingegaard ou Tadej Pogacar sur les côtes, dans le Puy-de-Dôme. Mais pourquoi pas tenter dans la côte de Pont-au-Mur d'essayer d'être offensif, c'est-à-dire à 50 km de l'arrivée et profiter du coup de ce profil. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis, c'est qu'il y a un passage de 300-400 mètres où potentiellement on peut tenter quelque chose de loin, mais il peut y avoir des tactiques. Bardet, il faut qu'il essaye un énième top 10 anecdotique dans sa carrière. Alors anecdotique, je ne sais pas si un top 10 c'est anecdotique sur le Tour de France, Tom, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que tout ce pôle-là de mecs qui veulent viser le podium et Hindley, et notamment Carlos Rodriguez, ils peuvent essayer quelque chose demain. Alors comment, je ne sais pas, mais ça aussi, ça va être un vrai casse-tête pour la Jumbo et pour UAE aussi, de gérer tous ces mecs-là. Parce que s'ils les laissent partir et qu'ils se concentrent l'un et l'autre que sur Vingegaard, Pogacar, il peut y avoir des trucs très importants qui se passent. Mais je suis d'accord avec toi, Gaudu et Bardet, demain, ils doivent tenter quelque chose. Et je pense que le mieux est de tenter quelque chose d'ampleur, loin de ce Puy-de-Dôme, quoi. Oui, alors honnêtement, l'attaque à 50 bornes de l'arrivée, je vais pas te le cacher, j'y crois pas du tout. Ah, j'en rêve. Je- Bardet l'a déjà fait, j'en rêve. Ouais, mais le truc, c'est que le Puy-de-Dôme, c'est tellement difficile que j'y crois pas. En fait, à mes yeux, tu as deux possibilités. La première, prendre l'échappée. La deuxième, attaquer dans le Puy-de-Dôme. Je pense que du côté de Bardet, en réalité, alors, pourquoi on parle de Bardet? Parce que c'est chez lui, hein, que ce soit très clair. Quelqu'un disait très justement, Bardet aime bien les courses d'usure, et c'est tout à fait vrai. Il aime bien même un peu le temps de chien. Il aime bien quand il y a 3 cols dans la journée, hors catégorie, une belle descente pour finir. Mais là, c'est chez lui. Je crois qu'il fait partie quand même de l'ancienne école qui était quand même l'école pic de forme, j'ai envie de dire, et l'arrivée au Puy-de-Dôme est quasiment l'objectif de sa saison. Mais même un Bardet à 100%, bah, il lâche pas Jonas et Tadej, et c'est quand même une arrivée pas mythique, j'ai envie de dire, le Puy-de-Dôme, mais que quand tu es un coureur comme Pogacar ou Vingegaard, tu vas quand même la vouloir. Donc, j'ai du mal à voir Bardet mieux que troisième, en réalité. Ouais. Honnêtement, je pense pas. Alors, moi, Bardet, allez, je vais dire que demain, je le vois quatrième.
Je le vois quatrième. Je le vois derrière les Ah, ce trois serait qui me bien semblent déjà, au-dessus d'un hein. peu Ce tout le serait monde. très très bien. Moi, je serais hyper heureux de voir un Romain Bardet quatrième, Mais, hein. mais malheureusement, attaquer, quand est-ce qu'il peut attaquer quoi? En fait, il va devoir attaquer quand Kelderman va faire le train. C'est le seul endroit, le seul moment où il va être susceptible d'attaquer parce que si tu attends avec ces Sepkus, il n'y a plus personne. Tout le monde a Mhm. été éparpillé façon puzzle. Donc moi, je pense qu'on verra un Romain Bardet attaquer juste avant que Sepkus roule. C'est-à-dire avant que les gros mettent en route. Et ce qui me semble pas être une mauvaise chose. Parce que les deux peuvent se regarder un peu, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont quasiment au même niveau et qu'il ne faut pas faire l'effort supplémentaire. Jonas, il va peut-être se dire, j'ai déjà emmené Pépère sur le Tourmalet, est-ce que je vais vouloir envoyer autant? Donc, si j'étais Bardet, j'attaquerais plutôt avant le relais de Sepkus. De toute façon, après, c'est trop tard. Mais plutôt, ça me semble compliqué parce que le problème de l'échappée, c'est que certes, tu peux gagner, mais maintenant, je pense qu'on est dans une phase où les adversaires pour le podium rouleront pour le podium. Ouais. C'est-à-dire que, et ça ne me choquerait pas de voir la FDJ, la Bora, la Jayco rouler derrière ses coureurs. Ce n'était pas le cas quand c'était Jane Day devant parce que il était trop tôt pour qu'on se rabaisse à ce genre de choses. Mais à mon avis, Bardet, il va attaquer avant que Sepkus prenne son relais et il donnera tout. Et ce sera probablement trop juste, mais il faut tenter. Bah, Et faut c'est un tenter de toute coureur manière. offensif. Donc, j'espère voir un Romain Bardet très fort et peut-être un David Godu dans sa roue. Encore Honnêtement, une ça me fois, semble hein, pas du tout déconnant. j'insiste en mettant à l'écran le classement général, mais Romain Bardet, aujourd'hui, il a 4,43 de Jonas Vingegaard. Le podium, c'est ça qui l'intéresse. Il est à 3 minutes 10 par rapport à Jane Hindley. Jane Hindley, on n'a pas parfaitement vu du côté de Cotteret parce que la réalisation ne s'intéressait pas trop à ce duel entre Jane Hindley, Carlos Rodriguez, Adam Yates, Simon Yates. Mais Jane Hindley a eu énormément de mal à suivre leur roue. Et il y a eu un moment, justement, où Carlos Rodriguez lui a repris pas mal de mètres, etc. Il avait en gros l'ascendant psychologique, mais Kwiatkowski, en retombant, a ramené l'a aidé, je crois. Alors, je ne sais plus exactement comment Jay Hindley est revenu, mais je sais que Carlos Rodriguez avait repris du temps sur Jay Hindley. C'était assez intéressant. Je lisais ça sur le forum du groupe Eto. Voilà, Bah, t'es pour obligé, tout dire. de toute façon, pour avoir des infos correctes vu la gueule de la réalisation de France Télé, t'es obligé d'aller sur des forums Bah pour ouais, savoir c'est ce qui ça qui s'est était intéressant. passé. Donc, Mais du coup, mais Carlos Rodriguez, maintenant que je sais ça, Carlos Rodriguez, je sais qu'il a un ascendant, un petit ascendant psychologique sur Jay Hindley, parce qu'il lui a vraiment fait mal dans Cotteret. Donc demain, il peut se passer quelque chose. Donc il peut y avoir des alliances entre ces mecs-là. Simon Yates a ramené Hindley. Ah voilà, Vélo Panache. Alors je sais pas qui lit le groupe Eto, Nindo. Bon, moi, j'ai rien contre le groupe Eto, hein, mon pour Nindo. moi, c'est le meilleur. C'est cool. Mais je Bien trouve sûr, que c'est un moi, super forum, il n'y a aucun problème. Alors, je suis pas inscrit, mais je suis lecteur assidu et c'est vraiment. Voilà, pareil. Moi, je trouve ça très très bien le groupe Eto. Alors, il y a à boire et à manger comme tout forum, comme tout chat, comme Évidemment. toute Même chez émission. nous, hein. Mais j'ai dit toute émission exprès. Ah voilà, c'est ça. Non, non, c'est un forum que je consulte pas tous les jours, mais une fois tous les 2 jours, assurément. Et bien sûr, Vélo Futé aussi fait du super boulot, il y a aucun Je vais te problème, prendre un vraiment. exemple. Chaque année, ils font un thread, enfin un sujet, thread, c'est un anglicisme qui sert à rien, un sujet sur, je sais plus qui fait ça, les secteurs pavés de Paris-Roubaix. Et bon, tu sais que moi, la doyenne, c'est un petit peu mon chouchou. Et donc, tu as un mec qui va faire une reconnaissance. Je crois qu'il l'a fait en bagnole et à vélo. Et il va nous dire, bah, cette année, le pavé, il est comme ça. Et franchement, c'est une Bah source voilà, de. c'est des infos de Ouais, terrain, et donc absolument. pourquoi Et être en tant contre ce que, et truc-là? tu sais, moi, je suis pas mal paris sportif, preview, analyse, etc. Et je prends aussi parfois le groupe Eto comme source pour une analyse, un secteur pavé, un truc comme ça qui peuvent m'intéresser. C'est toujours pareil. En fait, je pense que quand tu veux, il faut prendre toutes les infos et après, c'est à toi de les digérer et à toi de trier. Bah, Il bien faut trier sûr. l'info. Mais Mais en tout cas, franchement, il y a aucune guerre entre roue libre, le groupe Eto, quoi que ce soit, les amis. Si nous, on commence à se faire la guerre, petit comme on est, ça n'a aucun sens. Mais merci, mon Boris, de dire qu'on est les la plus meilleurs. belle, pas la doyenne, la reine des classiques, pardon. Moi c'est tout. L'enfer du Nord, tout ce que vous voulez. Mais Ouais, on on a avait déjà été eu ce pris. débat avec Robin. Pour moi, la plus belle, c'est Paris-Roubaix, vous le savez. Eh ben, pour moi aussi, t'inquiète pas.
Et il n'est pas là de toute manière. Il dit que des conneries, ce Robin. Euh, il sera de retour demain. Je lui dirai pas qu'on a dit ça. T'as dit ça, j'ai rien dit, moi. On n'a rien dit, c'est vrai, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Voilà pour la preview. Du coup, demain, on verra qui tentera de prendre l'échappée. Il y en a beaucoup qui citent Chikone aujourd'hui aussi. C'est vrai qu'il y a des mecs comme ça qui peuvent être intéressants. Il a lâché assez tôt aujourd'hui d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Sur la tout petit point sur la fantasy, pour dire que Polo et Robin avaient mis Brian Cocard, donc ils sont pas mal aujourd'hui. Moi, j'ai mis Vanderpool malheureusement, donc je prends un tout petit strike. Il s'avère que je regarde le classement et sur la fantasy Discord, du coup, Robin est 197e et je suis 198e. Donc je suis avec toi, mon Robin. C'est-à-dire on a 283 points tous les deux. Polo est un tout petit peu plus loin, pas beaucoup plus. Il est 246e et au classement général, Bliss, tu as mis Vanderpool, tu étais premier, donc malheureusement tu disparais. C'est Clément qui était deuxième qui passe premier et qui a mis Pedersen, donc 44 points et il creuse le trou parce que Lio est deuxième avec 55 points. Tu as mis Van Aert. Donc c'est sur notre Discord la cochette, donc tu vas pouvoir on va faire popper le lien du forum dans le chat et tu vas pouvoir nous rejoindre. Voilà mon teuf. Merci à toi de remettre le classement le plus clairement possible. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Juste avant de se quitter, je propose un petit sprint final avec un petit qui suis-je, mon Tamerlan. Donc c'est très simple, tu vas jouer contre le chat tout simplement. Ok. Il y aura un petit qui suis-je. Et je sais que celui-là, tu vas l'apprécier. Attends, c'est quoi? C'est un coureur en activité, pas en activité? Ah, ça Ou peut peu être importe. n'importe Ça peut être les qui. deux. Ça peut être les deux. Ah, On ça le peut dit être pas, ton mais tonton au WC Bruyé dans l'Essonne. Voilà, ça peut vraiment. Qui suis-je, quoi. C'est n'importe qui. d'accord, très bien. Alors, qui suis-je, les amis? Je suis un coureur européen de plus de 25 ans. Je compte 6 victoires professionnelles à mon palmarès. Attends, alors ok, très bien. La meilleure place de mon équipe sur ce Tour de France est une 4e place. J'ai terminé 3e de mon championnat national juste avant le Tour de France. Mon champion national, c'est Lascano. J'ai gagné en solitaire Alors attends. sur le Tour du Pays Basque en Euh, 2021 et depuis Fraile. tout le monde, Fraile. non. Et depuis, Oh, tout le monde me nomme toujours comme un attends, il y a outsider sur à peu Ayuso, près toutes Fraile, les étapes. Ayuso, Fraile. Ils ont pas fait Lascano, Ayuso, Fraile. Je suis Aramburu. espagnol. Ah, Aramburu. Aramburu, Putain, Aramburu. exactement. Ça a été trouvé dans le chat juste avant toi. C'est effectivement Aramburu et c'est Nindo qui a trouvé Aramburu. Oui, attaque gratuite pour Aramburu, les amis. Il a encore été cité aujourd'hui. Je sais pas, 11e, un truc comme ça. Oh, c'était faisable. Où il termine, mais ça suffit. Il faut enlever un peu de pression à Alex Aramburu parce que sinon, il fait des passes. Oh, c'est terrible parce que l'attaque sur le Tour du Pays Basque, il l'a fait avec Fraile, ils partent à deux. Ils partent à deux, les deux Basques, c'est ça qui m'a mis dedans. Et Fraile, il termine pas loin, je crois, en plus sur le. Ah non, c'était l'an dernier de Ah, championnat mais je d'Espagne. sais que c'est ton gars en plus, Aramburu. Il finit toujours dans un petit JDE à chaque fois Toujours, qu'on mais en il n'est fait pas un. très cher. Il n'est pas très cher, Il est pas Aramburu. cher Mais et on dit il est pas toujours qu'il fait très des bien passes classé en d'honneur. général à chaque Non, fois non plus. à chaque fois, à chaque fois. Ah, c'était faisable. Non, mais bon, bravo le chat, bravo le chat. Merci Montamerlan d'avoir été avec nous. Avec plaisir, C'était un vrai Joseph. plaisir encore une fois. Est-ce que demain tu es sur RMC ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Je D'accord, suis c'est quoi la peut-être sur le prochaine Twitch de Jeanne du Sport. C'est mon Twitch demain après-midi. En fait, je vais t'avouer quelque chose. Je voulais stream demain le Puy-de-Dôme sur ma chaîne perso. C'est Jeanne du Ouais, Sport, vous pouvez venir, etc. bah bien Mais j'ai sûr, un non pote mais qui m'a dit dis-le clairement. est-ce que tu viens ou pas demain? Parce que j'ai un pote, je suis nordiste, et qui fait un Interville. Tu sais, Interville, tu te souviens d'Interville? Bien sûr, Et évidemment. il est capitaine de l'équipe de Wallers. Et il m'a dit, il faut que tu viennes, etc. Donc j'hésite Ah, encore. Soit je ah, vais les à copains, Interville, l'appel des soit c'est le copains. Puy-de-Dôme. Mais là vraiment, c'est extrêmement compliqué Ah comme ouais, choix. là C'est ça un va être dilemme. dur. Ça va être la pièce en l'air. Ça va être la pièce en l'air. Absolument. Je sais pas Ok, encore, mais ok. sinon, à partir de 15h30, 16h sur Twitch. Bon, bah c'est top. Écoute, c'est avec plaisir en tout cas qu'on t'accueillera à nouveau. Le chat, de toute manière, tu as largement adopté. Merci à tous d'avoir été avec nous, les rouleurs. On se retrouve demain matin à 10h pour ceux qui veulent sur la preview du Puy-de-Dôme sur Winamax. On regardera un peu les cotes. Et on se retrouve demain, évidemment, à 19h pour débriefer l'étape du Puy-de-Dôme. Ça va être fou. En tout cas, je l'espère. Allez, on peut rêver une victoire française. Allez, ciao, Allez, ciao. Romain Bardet. Bisous Avec les plaisir. rouleurs. Merci, Joseph. Allez, Merci à tous dans le bordel. chat. Allez, Gonu.